Paris, 14 heures, un mardi d'octobre, dans un appartement du quartier de Belleville. Sur le sol en parquet d'une chambre d'enfant, une petite écharpe noire, usée par le temps, est posée près d'une poupée de chiffon. C'est un détail anodin, un objet presque invisible. Mais dans quelques secondes, il deviendra une pièce à conviction. La mère de la petite Amélie, 5 ans, fredonne distraitement une chanson qui passe à la radio. Soudain, la fillette s'arrête de jouer, son visage se ferme et... Elle lance d'une voix grave, une voix qui ne lui appartient pas. Non, pas celle-là, Marcel ne l'aimait pas. Cette phrase, impossible dans la bouche d'une enfant née au XXIe siècle, est le point de départ de ce qui pourrait être le cas de réincarnation le plus troublant de notre époque. Une histoire qui va vous forcer à tout remettre en question. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir 3 preuves qui défient la logique. Un accent parisien des années 40, aujourd'hui disparu, analysé par des phonéticiens. La description millimétrée d'un objet intime d'Édith Piaf, déclaré perdu depuis 1949, et l'emplacement exact d'un document que même les plus grands biographes ignoraient. Comment une enfant de notre époque pourrait-elle détenir des secrets qu'une icône a emportés dans sa tombe? Au début, les parents d'Amélie, Marc et Sophie, pensent à un jeu, à une imagination débordante. Mais les anomalies s'accumulent. Amélie refuse les comptines, mais fredonne des airs mélancoliques avec des paroles d'une maturité déconcertante, parlant d'amour perdu et de rues sombres. Elle se plaint de douleurs aux mains, en utilisant un mot qu'elle ne devrait pas connaître. L'arthrite. Parfois, le soir, elle demande un verre, et ce n'est pas de l'eau qu'elle veut. Le point de bascule survient un dimanche après-midi. Marc met un vieux vinyle de La vie en rose. À peine les premières notes retentissent, Amélie fond en larmes, des larmes d'adulte. Elle murmure le souffle coupé. C'est ma voix, mais elle est fatiguée là. J'avais mal ce jour-là. C'est à ce moment précis que le jeu s'arrête. Marc et Sophie décident de documenter ce qu'ils appellent l'archive vocale mémorielle, un phénomène où leur fille semble non seulement se souvenir, mais canaliser la voix, les inflexions et le vocabulaire d'une autre époque. Leur première démarche, courageuse, est de contacter le docteur Alain Marchand. Retenez bien ce nom. C'est un linguiste spécialisé en phonétique historique à la Sorbonne. Autant dire que c'est un homme de science, un sceptique par nature. Il accepte par curiosité professionnelle d'analyser un enregistrement audio d'Amélie racontant une de ses mémoires. Son verdict, rendu dans un rapport de 12 pages, est sans appel. L'accent de la fillette, lorsqu'elle parle de son passé, présente des marqueurs phonétiques spécifiques au parler populaire de Belleville. Et Ménilmontant entre 1935 et 1950. Il parle de la prononciation du R, de l'élision de certaines voyelles, des détails imperceptibles pour nous, mais qui sont une signature pour un expert. Dans sa conclusion, il écrit cette phrase qui fait froid dans le dos, « C'est une capsule temporelle auditive. Aucun enfant aujourd'hui ne pourrait reproduire cela sans une formation intensive et des archives sonores précises. La première preuve est posée, solide.
scientifique. Mais Silas voix est authentique. Qu'en est-il des souvenirs qu'elle transporte? C'est là que l'histoire bascule de l'étrange à l'impossible. Les parents d'Amélie décident alors de consigner méticuleusement chaque souvenir. Et c'est un objet, un détail infime, qui va devenir la deuxième pièce maîtresse du dossier. Un soir, en regardant un vieux documentaire, Amélie pointe du doigt un cliché d'Édith Piaf. Elle fronce les sourcils. « Il manque quelque chose », murmure-t-elle. « Ma petite croix ?» Noire, je la portais toujours sous ma robe. Les parents interloqués la pressent de questions. La fillette décrit alors, avec une précision d'adulte, un bijou dont aucune biographie ne fait mention. Elle parle d'une chaîne en argent toute simple et d'un pendentif en jet. Presta attention, elle ajoute un détail impossible à inventer. Il y avait une petite éraflure sur le bras droit de la croix. C'est tombé une fois sur le carrelage de la cuisine, à New York. Puis, avec une tristesse infinie dans sa petite voix, elle ajoute « C'est lui qui me l'avait offerte, juste avant de prendre l'avion, pour me protéger. » Le « lui », elle ne le nomme jamais, mais le sous-entendu est glacial. Les parents se lancent dans une enquête digne de détective. Ils épluchent des centaines de photos, consultent les archives de la Bibliothèque nationale de France, contactent des biographes reconnus. Rien. La croix noire en jet est un fantôme. Un souvenir d'enfant, peut-être. Une invention. C'est une impasse totale. Le doute commence à s'installer. Et si tout cela n'était qu'un jeu, une imagination débordante? C'est alors qu'ils ont une idée. Au lieu de chercher dans les archives publiques, pourquoi ne pas explorer les collections privées? Ils contactent un certain Jean-Claude Perrault, un collectionneur parisien réputé pour sa discrétion et pour posséder l'une des plus grandes collections d'objets personnels ayant appartenu à Piaf. Après plusieurs semaines d'échanges prudents, Perrault accepte de les recevoir. Dans son bureau feutré, il sort une chemise en carton. À l'intérieur, une lettre, jamais publiée, jamais même mentionnée. Elle est datée du 14 octobre 1949. L'écriture est celle de Marcel Cerdan. Et dans le dernier paragraphe, ces mots « Je t'envoie avec ce courrier mon petit porte-bonheur, une simple croix noire pour veiller sur toi sur scène. Fais attention en l'ouvrant, je crois que je l'ai un peu abîmé. » Le sait. Collectionneur sort alors un petit écrin. Il l'ouvre. À l'intérieur, sur un velours usé, repose une petite croix en jet. Sur le bras droit, une minuscule éraflure est nettement visible à la lumière. La deuxième preuve est là, tangible, irréfutable. Et elle soulève une question encore plus vertigineuse. Comment une enfant de 5 ans pouvait-elle connaître l'existence et le détail d'un objet dont le monde ignorait tout? Mais ce n'était encore rien. La révélation la plus choquante était encore à venir. Le dossier est désormais sur la table des experts, mais aussi sur celle des médias. Le cas d'Amélie n'est plus une simple curiosité familiale. Il devient un phénomène qui divise la France.
Pour les sceptiques, c'est une supercherie, une manipulation parentale habilement orchestrée. Pour d'autres, c'est la preuve que la conscience peut transcender la mort. Les parents d'Amélie sont pris dans une tempête. Ils reçoivent des lettres de soutien, mais aussi des menaces. Comment protéger une enfant de 5 ans de tout ça? Presta attention. C'est souvent dans ces moments de pression extrême que la vérité choisit de se manifester de la manière la plus inattendue. Un soir de novembre, alors qu'un documentaire sur le vieux Paris passe à la télévision, une image fugace de la façade du 72 rue de Belleville apparaît à l'écran. Amélie, qui dessinait sur un coin de la table basse, lève la tête. Son regard se fixe. Elle se lève, s'approche de l'écran et pose son petit doigt sur l'une des fenêtres du premier étage. Sa voix est calme, presque factuelle. C'était ma chambre. Là. Ses parents échangent un regard. Ce n'est pas la première fois qu'elle mentionne cet endroit, mais cette fois, elle ajoute quelque chose. Un détail qui va tout changer. Derrière la troisième latte du plancher, juste sous la fenêtre, j'ai caché des choses. Mes chansons tristes, celles que personne ne devait voir, pas même Le Play. Le nom de Louis Le Play, le directeur de cabaret qui a découvert Piaf, prononcé par une enfant née des décennies après sa mort, fait l'effet d'une décharge électrique. La précision de l'indication est vertigineuse. Pas sous le plancher, mais derrière la troisième latte. Pas n'importe où, mais sous la fenêtre. C'est une coordonnée, une carte au trésor mémoriel, mais un problème colossal se dresse devant eux. L'appartement du 72 rue de Belleville est une propriété privée. Des gens y vivent. Qui accepterait? De laisser des inconnus, guidés par les souvenirs présumés d'une fillette, arracher le parquet de leur salon. La démarche semble insensée, vouée à l'échec. Pourtant, pour les parents d'Amélie, il n'y a plus le choix. Cette affirmation doit être vérifiée. C'est le seul moyen de faire taire les doutes, ou de mettre un terme à ce qui pourrait être une dangereuse fantaisie. Ils prennent alors une décision qui pourrait soit les ridiculiser à jamais, soit fournir la preuve ultime. Ils vont tenter de contacter les propriétaires actuels. Mais avant de frapper à cette porte, ils devaient se préparer à une question simple mais dévastatrice. Et si, sous cette latte, il n'y avait absolument rien? Le poids de cette question est écrasant. Et si tout cela n'était qu'une construction mentale complexe d'une enfant à l'imagination débordante? Le risque de l'humiliation publique est immense. Mais reculer est devenu impossible. La quête de la vérité est plus forte que la peur du ridicule. Alors Marc et Hélène, les parents d'Amélie, optent pour l'approche la plus formelle possible. Pas de coup de téléphone impulsif, pas de visite impromptue. Ils rédigent une lettre de 4 pages, posée, factuelle, où ils exposent la situation avec une transparence désarmante, joignant une copie du rapport du phonéticien de la Sorbonne, le docteur Marchand. L'enveloppe adressée au occupant actuel du 72 rue de Belleville est postée un lundi matin avec le
Sentiment de lancer une bouteille à la mer. La bouteille atterrit entre les mains de Sophie et Thomas Durand, un couple de graphistes parisiens qui a acheté l'appartement 3 ans plus tôt, séduit par son charme historique. La première réaction de Thomas est un rire nerveux. Encore des illuminés qui cherchent des fantômes, lance-t-il en jetant la lettre sur la table basse. Mais Sophie, elle, est troublée. Le ton de la lettre n'est pas celui d'un fanatique. La précision des détails. Le rapport scientifique en annexe, tout cela est dérangeant. Elle relit la phrase d'Amélie. Derrière la 3e latte du plancher, sous la fenêtre. Elle lève les yeux vers le salon. La fenêtre est là. Le plancher est d'origine. La 3e latte. C'est un endroit précis, tangible. Pendant 3 jours, le couple ne parle que de ça. Est-ce une arnaque sophistiquée? Une caméra cachée? Finalement, poussés par une curiosité qui a vaincu leur scepticisme, ils appellent le numéro. Laissé par les parents. La conversation dure plus d'1 heure. Hélène, la mère d'Amélie, est au bord des larmes mais sa voix reste ferme. Elle ne demande pas à être crue, elle demande juste à vérifier. C'est cet argument qui fait mouche. Thomas, le plus réticent, finit par céder. « D'accord, dit-il au téléphone, mais à nos conditions. Un huissier de justice sera présent. Vous payez pour l'artisan et pour les réparations, quelle que soit l'issue. Et votre fille ne vient pas. » L'accord. Est scellé. Une date est fixée pour la semaine suivante, le mardi 22 juin à 11 heures précises. Dans quelques jours, ce petit morceau de bois, foulé des milliers de fois sans que personne n'y prête attention, deviendra soit la preuve d'un miracle, soit le témoin silencieux d'une illusion. La tension est à son comble. Le matin du 22 juin, l'air dans l'appartement du 72 rue de Belleville est électrique. Il n'y a pas de caméra, pas de journaliste. Juste un petit groupe de personnes réunis dans une chambre qui, jusqu'à il y a quelques semaines, n'était qu'une simple chambre d'amis. Thomas et Sophie, les propriétaires, se tiennent près de la porte, le visage fermé. Hélène et son mari sont assis sur le bord du lit, les mains jointes si fort que leurs jointures sont blanches. Maître Dubois, l'huissier de justice, un homme d'une 50aine d'années à l'allure impeccable, consulte sa montre. Il est 10h59. Et puis, il y a l'artisan Jean-Pierre, un menuisier du quartier qui semble un peu dépassé par la solennité de la situation. Son pied de biche et son marteau semblent incongrus dans ce silence quasi religieux. À 11 heures précises, Maître Dubois fait un signe de tête. On peut y aller. La seule consigne qu'il donne à Jean-Pierre est « doucement, n'abîmez rien plus que nécessaire ». L'artisan s'agenouille. Il glisse la pointe de son outil dans la fine rainure entre la 3e et la 4e latte, juste sous la fenêtre, exactement comme la petite Amélie l'avait indiqué sur la photo. Le premier son est un grincement strident, le cri du bois ancien qui proteste. Chaque personne dans la pièce retient son souffle. Est-ce que ce simple geste va briser le sortilège ou, au contraire, le confirmer? Pensez-y une seconde. Combien de chasses au trésor basées sur des légendes ou des intuitions se sont terminées par la découverte de rien du tout, des murs abattus pour rien, des jardins retournés en vain? C'est le scénario, le
Plus probable, celui que la logique impose. Mais alors que Jean-Pierre fait levier, un bruit sourd et sec se fait entendre. La latte s'est soulevée d'un seul coup, sans se briser. Un petit nuage de poussière centenaire s'élève, dansant dans le rayon de soleil qui traverse la fenêtre. L'artisan passe la main pour nettoyer les toiles d'araignée. Il plonge ensuite 2 doigts dans la cavité sombre et froide. Un instant, son visage reste neutre. Puis, ses sourcils se haussent. Lentement, il retire sa main. Il ne tient pas des feuilles volantes ou de la poussière. Il tient un petit paquet rectangulaire, enveloppé dans une pièce de toile cirée jaunie par le temps et nouée par une simple ficelle de chanvre. Il le pose délicatement sur le parquet. Le silence dans la pièce est total. On pourrait entendre une mouche voler. Personne ne bouge. L'objet est là, tangible, irréel. Ce n'est plus une histoire, ce n'est plus le mot d'une enfant. C'est une chose qui a... attendu dans le noir pendant plus de 70 ans. Maître Dubois s'approche, sort une paire de gants de sa mallette et un petit cutter. La vérité, quelle qu'elle soit, est à quelques centimètres. Avec une précision chirurgicale, la lame du cutter glisse sur la ficelle tendue. Le clac sec de la corde qui cède résonne dans le silence de mort. Personne n'ose respirer. Maître Dubois écarte délicatement les pans de la toile cirée. La matière, devenue cassante avec les décennies, craque et s'effrite sous ses doigts gantés, libérant une odeur âcre de papier vieilli et de poussière confinée. À l'intérieur, il n'y a ni bijoux, ni argent, ni objet de valeur monétaire. Il y a une petite liasse de feuilles de papier, jaunies, presque couleur sépia, couverte d'une écriture à l'encre bleue, fine et inclinée. L'huissier soulève la première feuille avec une infinie précaution. Ce n'est pas une chanson. C'est le brouillon d'une lettre. Les mots sont raturés, passionnés. Presque violents dans leur tristesse. La mère d'Amélie, qui s'est approchée, retient un sanglot en lisant une bribe de phrase par-dessus son épaule. « Mon amour, la foule crie mon nom, mais je n'entends que ton silence. » C'est intime, c'est brut, c'est une douleur mise à nu qui n'était destinée à aucun public. C'est exactement ce qu'Amélie avait décrit, les chansons tristes que personne ne devait voir. Sous les brouillons de lettres, il y a autre chose. Une feuille de papier. Un musique, avec une portée et des notes griffonnées à la hâte. Une mélodie simple, mélancolique. Au-dessus, un titre écrit de la même main, Nos adieux silencieux. Une œuvre totalement inconnue. Presta attention. Ce n'est pas seulement une découverte historique, c'est une impossibilité logique. Comment une fillette de 5 ans qui peine à écrire son propre prénom aurait-elle pu non seulement inventer l'existence de ces documents, mais aussi indiquer leur emplacement exact à d'un centimètre près, dans un appartement qu'elle n'avait jamais visité. Le doute n'est plus permis. La question n'est plus de savoir si Amélie dit la vérité, mais comment elle la connaît. Maître Dubois replace méthodiquement chaque feuille dans l'enveloppe de toile cirée, puis glisse le tout dans une pochette scellée. Son visage est impassible, professionnel, mais un œil attentif aurait pu déceler une lueur d'incrédulité dans son regard. Les documents seront confiés à un expert,
Graphologue assermenté dès cet après-midi, déclare-t-il d'une voix neutre qui tranche avec l'émotion palpable dans la pièce. La découverte était faite. Maintenant, l'épreuve de la science commençait, et les résultats allaient secouer les fondations mêmes de ce que nous pensions savoir sur la conscience humaine. Pendant les jours qui suivent, un silence pesant s'installe. Les documents sont entre les mains de Jean-Pierre Valois, un nom qui ne dit rien au grand public, mais qui fait autorité dans les cercles judiciaires. Expert graphologue près la Cour d'appel de Paris, c'est un homme dont la carrière s'est bâtie sur la certitude des faits, l'analyse froide de la matière. Dans son laboratoire du 6e arrondissement, sous la lumière crue des lampes à spectre, les pages jaunies d'Édith Piaf ou supposées telles passent une série d'épreuves implacables. Analyse chromatographique de l'encre pour en dater la composition chimique. Examen au microscope électronique des fibres du papier. Mesure de la pression exercée par la plume sur la feuille, un geste aussi unique qu'une empreinte digitale. Chaque détail est une question posée à la matière, et la matière ne ment jamais. Pendant ce temps, loin de cette science rigoureuse, Amélie vit sa vie de petite fille. Elle dessine des soleils, joue à la poupée, et parfois fredonne un air inconnu, une mélodie simple, un peu triste, qu'elle semble inventer sur le moment. Ses parents, suspendus au verdict de l'expert n'y prête d'abord pas attention. Comment pourrait-il savoir? Comment pourrait-il deviner que cette mélodie qui flotte dans une chambre d'enfant à Belleville est la même que celle qui est en train d'être déchiffrée note après note sur une partition vieille de plus de 70 ans? Le coup de fil arrive une semaine plus tard. C'est Valois, pour Maître Dubois. Sa voix est habituellement monocorde, mais l'avocat perçoit une inflexion inhabituelle, une sorte d'étonnement contenu. Maître, j'ai terminé mon expertise. J'ai tout vérifié 2 fois. Un silence, puis les mots qui font basculer l'histoire de la simple curiosité au phénomène documenté. L'écriture est sans le moindre doute celle d'Édith Piaf, période 1947-1949. L'encre est une encre ferro-gallique, typique de l'époque. Le papier correspond à un lot vendu à Paris en 1946. Il n'y a aucune trace de contrefaçon. Ces documents sont authentiques. La preuve matérielle est là. Irréfutable. La science vient de valider l'impossible. Ce n'est plus le souvenir d'une fillette, c'est un fait. Et au cœur de ce fait, il y a cette partition. Une chanson inédite, une œuvre perdue, la dernière chanson triste d'Édith Piaf. La question n'est plus de savoir si le document est vrai, mais ce qu'il contient. Et surtout, comment cette mélodie va sonner, une fois sortie de son silence de papier. Maître Dubois n'est pas musicien. Il tient entre ses mains un artefact historique, mais pour lui ce ne sont que des points noirs sur du papier jauni. Il a besoin de quelqu'un qui puisse traduire ces symboles en émotions. Il contacte alors un seul nom, Jean-Pierre Luminet, concertiste et musicologue spécialiste de la chanson française de l'après-guerre. La rencontre a lieu dans le studio parisien de Luminet, un lieu hors du temps, rempli de partitions et dominé par un piano à queue Pleyel de 1938. La famille d'Amélie est présente,
assise en silence, sur un canapé. La petite fille, elle, est sur les genoux de sa mère et ne quitte pas des yeux le clavier du piano. Luminet, un homme aux cheveux blancs et aux mains incroyablement délicates, manipule la partition avec le soin d'un archéologue. Il la pose sur le pupitre. Un silence profond s'installe, seulement troublé par le bruit de la circulation sur le boulevard. Puis, les doigts du pianiste se posent sur l'ivoire jauni des touches. La première note résonne, puis une autre. Ce n'est pas une mélodie simple. C'est une progression d'accords mineurs, complexes, presque dissonantes par moments, chargée d'une tristesse qui semble physiquement alourdir l'air de la pièce. La structure est indéniablement celle de Piaf, une force brute, une plainte qui monte des entrailles. Mais il y a autre chose, une sorte de résignation, un désespoir intime qu'on ne retrouve dans aucune de ses chansons enregistrées. Pendant près de 3 minutes, la mélodie se déploie, sans parole. Purement instrumentale. Quand la dernière note s'éteint, Luminet reste immobile, les mains suspendues au-dessus du clavier. Il se tourne lentement vers Maître Dubois, les yeux embués. Sa voix est un murmure. Ce n'est pas une chanson pour le public, c'est un adieu. C'est d'une tristesse insondable. C'est la pièce la plus personnelle d'elle que j'ai jamais entendue. À cet instant, un petit sanglot se fait entendre. Tous les regards se tournent vers Amélie. Des larmes coulent. Sur ses joues. D'une petite voix brisée, elle murmure une phrase qui glace le sang de toutes les personnes présentes. C'est la chanson que j'ai écrite dans l'avion, en revenant, quand il était parti pour toujours. L'avion. Le retour des États-Unis après la mort de Marcel Cerdan en octobre 1949. La pièce manquante vient de s'emboîter. Ce n'est pas juste une chanson triste. C'est le requiem de Piaf pour son plus grand amour. Un document sonore de son deuil le plus profond, resté silencieux pendant plus de 70 ans. Ce n'est plus seulement l'histoire d'une fillette. C'est la preuve qu'une émotion, une mémoire, peut traverser le temps, intacte. La partition, ce testament musical né dans la douleur, sera bientôt arrangé et enregistré, offrant au monde une dernière lettre d'amour posthume de Piaf à Cerdan. Le cas d'Amélie a ouvert une brèche vertigineuse dans notre compréhension de la conscience. Si cette enquête vous a interpellé, le dossier complet avec les analyses et dans le premier commentaire. Abonnez-vous, car si la voix de Piaf a pu trouver un écho, quelles autres légendes attendent, dans l'ombre, d'être à nouveau entendues?